Bonjour Ludovic, F4 FML, ton indicatif radio-amateur. Merci d'être là pour l'événement des 100 ans du Radio Club de l'Aube. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu à l'idée de devenir radio-amateur ? Alors le radio-amateurisme, j'ai toujours été fasciné un petit peu étant gamin de comment fonctionnait la radio. On entendait de la musique, on entendait des gens causer dans un boîtier noir avec un bouton. On pouvait monter le volume et je me demandais toujours, il y avait une prise électrique qui était branchée pour faire fonctionner l'appareil. Et je me demandais comment la voix, le son faisait pour venir jusqu'à ce boîtier-là. Donc c'était quand j'étais dans les 5, 6, 7 ans où je me posais beaucoup de questions à ce sujet-là. Et puis j'ai trouvé de la documentation de base dans les bibliothèques des écoles, les bibliothèques dans les écoles primaires, au collège et tout ça, où ils expliquaient, ils traitaient un petit peu les lois, la physique de la radio, le fonctionnement. Donc j'ai ouvert ces bouquins-là et de toute façon quand j'allais dans les bibliothèques des écoles, je sais plus comment on appelait ça, les CDI, je crois que c'était comme ça. Oui. Et j'avais toujours le nez de toute façon dans les bouquins. Donc, beaucoup d'intérêt sur tout ce qui a trait à la radio. Voilà, tout à fait. Alors, donc du coup, tu as passé ton examen de radio-amateur. Tu es devenu radio-amateur donc sous l'indicatif F4 FML. Tout à fait, voilà. Et depuis tout ce temps-là, donc ça fait combien d'années que tu es radio-amateur ? Alors moi, j'ai passé mon examen en 2006. Alors, depuis 2006, donc tu as expérimenté la radio, voilà, sur différentes formes. Par expérience, quelle a été la meilleure anecdote en matière de contact radio dans le monde ? Alors la meilleure anecdote en termes de contact de radio dans le monde, c'est quand j'ai lancé appel sur 3 mégas, 600, je l'ai noté parce que ça arrive, soi-disant que ça arrive au moins une fois dans la vie d'un radio-amateur, et j'ai réentendu mon appel. Voilà, c'est-à-dire que tu as réentendu ton appel. Voilà. Comment, alors techniquement parlant, comment tu expliques cela ? Alors j'explique cela avec le phénomène de propagation. Et là, ce qui prouve bien que le champ radioélectrique qui est donc été émis par mes antennes, ma station d'amateur, a fait le tour complet du globe. Et je me suis réentendu, ne serait-ce qu'une petite seconde après avoir lâché le micro. Il faut dire que les ondes, pas tout l'appel, mais une bonne partie. Il faut dire que les ondes, rappelons-le, elles se déplacent à 300 000 km/s, vitesse lumière. Tout à fait. Voilà, donc c'est je sais pas combien fait le tour de la Terre, mais en tout cas, c'est assez rapide. Donc voilà une expérience que beaucoup de radioamateurs évoquent. D'ailleurs, j'ai déjà entendu ça. Ok, tu peux nous expliquer un petit peu le matériel qui est... Alors un petit peu, ça c'est du matériel que j'ai réalisé dans le cadre expliquer un petit peu aux jeunes et aux gens qui connaissent plus ou moins pas trop la radio, que la radio ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, c'est plutôt d'hier. Et donc sous sa forme la plus simple, les premiers, on va dire, les premiers véritables récepteurs radio qu'on pouvait trouver au tout début des années de la radio. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a des dispositifs de réception radio qui ne sont absolument pas alimentés en électricité. Qui ne sont absolument pas, enfin ils sont alimentés... On a un condensateur à air ici. Ils sont pas alimentés par une source d'électricité autre que l'antenne. Alors, qui sert à la réception. Comment ça marche ? Explique-nous un petit peu. Alors comment ça fonctionne ? On va un petit schéma à côté. Voilà. On a donc, alors je sais pas si c'est très bien schématisé. Donc on a une antenne, une antenne long fil, vous voyez, au moins d'une trentaine de mètres pour que ça fonctionne, parce que on est quand même sur des longueurs d'onde qui sont très grandes. On a le récepteur, donc le principe. On a donc le champ électromagnétique. L'antenne récupère donc le champ électromagnétique de la fréquence. Donc, et c'est un ensemble résonant. Alors je vais essayer de faire très simple. Je suis pas très doué pour expliquer les choses simplement. Avec tes mots à toi, ça ira très bien. On a un système de circuits résonants. Donc on va avoir l'antenne qui va être accordée plus ou moins sur une fréquence. Avec le condensateur variable et la bobine, on va donc accorder cet ensemble. Donc la bobine et le condensateur variable, condensateur à air. Là, on va déjà chercher la fréquence grossièrement. Donc aujourd'hui, malheureusement, on peut plus écouter RTL et tout ça, mais admettons qu'on se met plus ou moins sur la fréquence d'RTL. On a un son qui va pas être très clair. Avec le condensateur, on va se mettre syntoniser précisément sur la fréquence. Donc syntoniser veut dire on accorde l'impédance on va accorder l'impédance pour avoir le maximum de courant. Voilà. Donc circuit résonant. Voilà. Et après, avec un dispositif de détection dans le temps, on utilisait un cristal
un cristal d'un minéral qui était composé de plomb et de soufre, hein, qu'on Ouais. trouvait dans les endroits volcaniques, hein, Ouais. beaucoup en montagne, qu'on appelait plus ou moins qu'on appelle de la galène. Oui. Là, sur ce récepteur-là, on a mis une diode de détection qui va permettre en fait de séparer le courant de la haute fréquence pour ne laisser passer que le courant basse fréquence. Et donc écouter avec des haut-parleurs à très haute impédance ce courant haute fréquence, pour essayer de faire simple, hein, Ouais. ce courant basse fréquence veut dire qui est issu du courant haute fréquence. Et donc on a donc la réception radio dans les écouteurs. Alors on n'avait pas le choix pour monter le volume, hein. On avait un volume qui était défini par l'ensemble du système. Et à l'époque, le casque est trop petit, on s'en contentait très bien, quoi, je veux dire. Ok. Et ça a été utilisé beaucoup aussi pendant la guerre. D'accord. Pendant la guerre, beaucoup de petits récepteurs à galène comme la radio étaient proscrits, hein, quasiment le moyen radio était proscrit. Ouais. Donc pour écouter Londres de Gaulle, il y a eu beaucoup de mini-radios qui ont été miniaturisées dans des boîtes de cigares. D'accord. Et c'était ni moins ni plus que des récepteurs à galène. Et dans la boîte de cigares, il y avait donc une petite bobine avec un petit condensateur. Ils avaient des micro-écouteurs, des petits écouteurs de petite taille, et surtout un fil métallique qui était enroulé sur un petit bobineau d'une cinquantaine de mètres, et ils étendaient ça et ils pouvaient écouter justement les transmissions radio pour justement la radio qui était diffusée depuis Londres pour les résistants, quoi. Donc ça a été beaucoup utilisé dans les années 40, hein, mais ça remonte c'est des procédés de radio qui remontent dans le début de la radio, fin 1800, début 1900. Les gens qui n'étaient pas très fortunés après pour s'acheter des appareils radio plus perfectionnés, à tube, à amplification, avec une fréquence intermédiaire syntonisée comme on a des récepteurs modernes aujourd'hui, et ben beaucoup de gens se sont contentés de ça. Donc je me suis amusé à fabriquer ça pour montrer un petit peu. Voilà, Ben, c'est une belle démonstration. En tout cas, voilà. Grand chose on pouvait faire encore. Voilà un petit peu les activités, on va dire proprement dit, des radioamateurs, les dispositifs qui sont fort intéressants, qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui encore reflètent aujourd'hui un aspect très intéressant, un aspect technologique que les radioamateurs aiment évidemment expérimenter. Merci Ludovic pour cette interview, et puis bon salon du 100e anniversaire du Radio Club de l'Aube. Eh ben on va essayer. Merci beaucoup.